La rencontre avec les mères de Fukushima, mères MERES, hein, pas MAIRES, parce que la situation de ces femmes est absolument tragique. Elles sont très inquiètes pour leurs enfants, ce qu'on peut tout à fait comprendre, et personne ne leur propose la moindre solution. Parce qu'il n'y en a pas. La solution, c'est de décontaminer, mais personne n'est assez stupide pour penser qu'on peut décontaminer une préfecture comme celle de Fukushima. Je rappelle qu'ils vivent quand même 2,5 millions de personnes. Ou de leur donner de l'argent pour partir. Et il n'y a pas d'argent pour ça. Donc il n'y a pas de solution. Donc elles sont totalement désemparées, extrêmement inquiètes, et c'est un cauchemar. Ce serait très présomptueux de ma part de le faire, parce que je suis restée 3 jours, donc on dirait que je me fous du monde en disant qu'au bout de 3 jours, je suis capable de dire comment vivent les gens. Donc c'est plutôt du ressenti comme ça. D'abord, j'étais très frappée de la manière dont le peuple japonais s'était adapté. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui 14 centrales qui fonctionnent sur 57. Ce qui veut dire que les Japonais ont réduit de 28% leur consommation électrique. C'est colossal, 28%. Donc, il y a une adaptation qui s'est faite dans les entreprises, dans le métro. Il y a un escalator sur 2 qui marche. Je suis allée voir le ministre de l'Environnement. Le ministère est éteint, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de climatisation, alors qu'il fait entre 38 et 40 degrés quand même. Hein. Moi, je suis allée. Donc, voilà, un esprit d'adaptation extraordinaire. Les Japonais sont des gens qui vivent avec un code de vie extrêmement rigoureux, donc qui ne manifestent pas tellement leur opinion, mais encore une fois, cette rencontre avec les mères de Fukushima était un moment dans ma vie qui m'a profondément marquée. Qu'il soit possible, oui, malheureusement. Parce que tout simplement, on a beaucoup de centrales, elles sont vieillissantes. L'ASN fait beaucoup de recommandations, on l'a vu pour Marcoule, sur lesquelles manifestement l'exploitant s'assied tranquillement. La sous-traitance est un vrai sujet, donc tout ça fait que même si on a une vraie culture du risque, du risque et de la sécurité nucléaire en France, il ne faut quand même pas plaisanter non plus, c'est quelque chose qui peut se produire. Et très franchement, je ne pense pas que le gouvernement français ferait mieux que ce qu'a fait le gouvernement japonais dans l'épreuve de Fukushima. Je me pose beaucoup de questions. Heureusement, ça a été sans conséquences autres que celles malheureusement des victimes, car on les oublie complètement. Il y a quand même un décès et 4 blessés, dont 1 ou 2 assez sérieusement. J'ai plusieurs questions sur Marcoule. Pas sur la propagation de la radioactivité, parce que visiblement, il n'y a rien eu, même si je voudrais bien comprendre pourquoi une association a relevé à Avignon-le-Pontet des augmentations de radioactivité quand même tout à fait considérables. Je voudrais quand même comprendre ce qui s'est passé. Mais bon, mon questionnement est d'une nature différente. Il est d'abord dans la gestion de l'accident lui-même. Il s'est passé quasiment 2 heures entre le moment où ça s'est passé et le moment où ça a été annoncé. Lorsque ça a été annoncé, on nous a dit qu'il y a possibilité de fuite radioactive. Aucune mesure d'éloignement des habitants n'a été mise en place. Et je n'ai pas entendu dire qu'il y ait eu la moindre mesure à l'égard des autres entreprises, y compris nucléaires, qui sont sur le site de Marcoule. Je rappelle qu'il y en a 4, en dehors de Centranco qui a explosé, dont Phoenix et dont l'usine Melox, ce qui n'est quand même pas tout à fait rien. Donc voilà, je suis quand même un peu étonnée. Deuxièmement, en y regardant d'un peu plus près, on a tous pu constater que Centranco, qui est une filiale d'EDF, c'est pas un sous-traitant lambda, avait multiplié les dysfonctionnements au cours des 10 années qui viennent de s'écouler. Que le rapport de 2010 de l'ASN est très sévère. Et alors, so what, comme diraient les Anglais. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment pas grand-chose. Donc mon questionnement, il est... Moi, je veux bien qu'on ait une autorité de sûreté indépendante. Très bien, donc acte, admettons. Mais elle sert à quoi? Si elle n'a pas le moyen de pression suffisant pour l'exploitant pour arrêter un site, ou pour le contraindre à faire des travaux lorsque ces travaux sont nécessaires en se substituant éventuellement à lui, comme la législation des installations classées, par exemple, permet de le faire,
je suis un peu dubitative sur l'efficacité de l'action de l'ASN. Donc vous voyez, mon questionnement, il est autour de ces points-là. Alors, le nucléaire n'est plus rattaché au ministère de l'écologie, il l'était du temps de M. Borloo, en totalité. Il est aujourd'hui partagé entre le MINEFI, ministère de l'Industrie qui dépend du ministère des Finances, titulaire M. Besson, grand connaisseur des questions nucléaires, et le ministère de l'écologie. Alors, le fait que ce soit l'écologie qui gère le nucléaire était plutôt un progrès par rapport à une époque comme la mienne, où je n'avais qu'un droit de regard très très lointain sur la sécurité nucléaire, et soyons raisonnables, très peu de pouvoir. Si ce n'est celui de signer un certain nombre d'actes dont de temps en temps il fallait passer par la case ministère de l'Environnement parce qu'il fallait la signature du ministre. C'est fâcheux, mais c'était comme ça. C'est ce qui m'a permis, du reste, de m'opposer au redémarrage de Creil-Smallville en 1997. C'est la raison pour laquelle, quand Dominique Bonnet est arrivé, Creil-Smallville était arrêté. C'est parce que j'ai refusé de signer le décret de redémarrage. Il y a besoin de ma signature. Mais j'ai mis ma démission dans la balance. Ça a été très très chaud à l'époque, si j'ose dire. Bon, ceci étant, et pour en revenir à ce dont nous parlions, et à votre question, pourquoi est-ce que le pouvoir actuel est tellement lié au nucléaire? Je dirais d'abord que les gouvernements l'ont toujours été. Le nucléaire en France, c'est un peu l'État lui-même. Tout simplement parce que c'est un projet qui a été porté par le général de Gaulle au départ, ensuite démultiplié par Georges Pompidou, donc c'est vraiment des choix de l'État, des choix du président de la République, que le corps lui-même qui fait le nucléaire en France est un corps d'État extrêmement intégré à toute la structure étatique. Donc il n'y a pas, on parle beaucoup du lobby nucléaire qui existe bien entendu, mais c'est un lobby qui est excessivement lié à l'État, et si ce n'était pas le cas, il n'aurait pas la puissance qui est la sienne. Et je pense qu'aujourd'hui il y a un peu plus. Il y a un peu plus en ce que jusqu'à présent, les intérêts du nucléaire étaient des intérêts d'État. On pouvait ne pas être d'accord, c'était mon cas, mais c'était l'État auquel je m'opposais. Et nous débattions de la manière d'appréhender l'intérêt général. Je disais non, l'intérêt général c'est pas ça, et on répondait si, l'intérêt général c'est ça. Aujourd'hui, c'est plus seulement une question d'intérêt général, c'est une question d'intérêt financier de grands groupes. Ce n'est plus du tout la même chose. Nucléaire française. Alors, modestement, parce qu'évidemment, le lobby m'attendait avec le bazooka. Dans la mesure où j'étais cataloguée comme antinucléaire notoire, il est de fait qu'à l'époque, j'avais défendu à peu près tous les procès antinucléaires de France et de Navarre. Tous. J'ai commencé avec Flamanville en 77, et quand je suis entrée au gouvernement, je m'occupais de Creil-Smallville. Donc c'est pour vous donner une idée. Alors, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai quand même pu faire un certain nombre de choses. La première, je suis à l'origine des premières commissions indépendantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire indépendante? Ça veut dire qu'elle n'était pas composée uniquement de gens favorables au nucléaire. Par exemple, j'ai pu obtenir que René Senet, qui n'est pas particulièrement pro-nucléaire, qui est le fondateur du groupement des scientifiques indépendants pour l'énergie nucléaire, avec sa femme Monique, fasse partie de ces commissions. Donc on a eu des avis, et la commission qui avait, donc il y en a eu 3, la première était sur Creil-Smallville, la seconde sur les déchets de la Hague, et la troisième sur les leucémies autour de la Hague. Donc vous voyez, 3 sujets qui étaient quand même assez chauds, et notamment celle concernant les déchets de la Hague a rendu un rapport qui était très sévère, que j'ai évidemment rendu public. Donc ça j'ai pu faire. Deuxièmement, j'ai rendu public les premières études de l'impact de Tchernobyl sur la France, en 1996. Les premières études qui avaient été faites par l'IPSN, qui montraient notamment une augmentation importante des cancers de la thyroïde dans le sud-est, c'est moi qui les ai rendues publiques. Et en dernier lieu, j'ai eu un bras de fer extrêmement sévère avec le Premier ministre, si j'ose dire, sur 2 sujets. Le premier était
la question de l'IPSN, et la seconde, ça a été Cress-Malville. Alors, sur l'IPSN, c'est assez simple. À l'époque, il n'y avait pas d'IRSN, il y avait un institut de protection et de sûreté nucléaire qui était chargé de veiller aux questions de sûreté nucléaire, la radioprotection dépendant de l'OPRI, c'est-à-dire du ministère de la Santé, avec le fameux professeur Pellerin, que tout le monde connaît maintenant. Bon. Donc vous voyez, notre santé était dans de très bonnes mains. L'IPSN était à l'époque dirigé par un type formidable qui s'appelle Philippe Vesseron, qui est devenu ensuite des PPR. Mais pour que je puisse le faire passer au ministère de l'écologie, de l'environnement, il fallait que je trouve un remplaçant. Je me suis rendu compte que l'IPSN n'existait pas, n'était qu'un démembrement du CEA. Ce qui veut dire qu'il n'avait aucune autonomie, si ce n'est le poids de son directeur. Et pour nommer le directeur, pas de chance, il fallait la signature du ministre de l'Environnement. On revient toujours à la même chose. C'était une proposition du délégué du CEA, général du CEA, qui était à l'époque M. Descata, et une co-signature du ministre de l'Industrie et de l'Environnement. Et donc, j'ai bloqué sur les personnes qu'on m'a présentées, parce qu'elles étaient totalement dépendantes. Ça a duré des mois. L'IPSN s'est mise en grève pour me soutenir dans ce bras de fer. Et c'est là-dessus que c'est arrivé l'affaire de Cress-Malville, qui a été en fait... qui est intervenue parce que le Conseil d'État avait annulé le décret qu'avait pris Édouard Balladur pour faire redémarrer Cress-Malville. Et le Premier ministre et le Président de la République voulaient faire redémarrer Cress-Malville avec en fait des garanties de sécurité beaucoup plus faibles. Et donc je m'y suis opposée. J'ai dit que je ne signerais pas. Et j'ai donc dit au Premier ministre qu'il trouverait un remplaçant pour signer à ma place, il n'y avait pas de problème. Et donc tout ça, enfin, il y a eu du monde, il y a derrière moi j'ai encore le dessin de Plantu dans le monde de ce jour-là, puis il y avait un papier très sympa de Gabriel Marcel à la dernière page pour me soutenir, et donc finalement Cress-Malville n'a jamais redémarré. Voilà, c'est pas glorieux, mais enfin j'ai commencé à bloquer un certain nombre de choses, et pas bloquer pour les bloquer, mais simplement mis des règles. Et puis j'ai pu quand même, quelque chose dont je suis assez fière, c'est d'avoir permis l'agrément de l'ARCO, de l'ACRO, qui est une association un peu du même genre que celle que la CRERAP, qui a été aussi agréée à la même époque. À l'époque, ces associations n'étaient pas agréées. Elles le sont devenues parce que j'ai pu le faire, et que ça dépendait que du ministère de l'Environnement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors ça peut vous paraître curieux que je dise je ne sais pas. Mais d'abord, on a le droit de dire je ne sais pas quand on ne sait pas. Je pense qu'il y a une mesure à prendre. C'est de dire on n'en fait plus aucune. C'est-à-dire qu'on ne fait pas Flamanville. On ne fait pas Penly, on ne fait rien du tout. On arrête. Si on arrête, c'est un signal très fort pour dire que dans un temps X, il n'y aura plus de nucléaire en France. Ce qui veut donc dire que le temps de l'investissement massif, comme sont en train de le faire les Japonais d'ailleurs, qui ont pris cette décision, de l'investissement massif dans le renouvelable est venu. Alors, combien de temps va-t-il falloir pour passer d'une situation du tout nucléaire à une situation sans nucléaire? Cela dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend d'abord des stress tests que nous allons faire et de la sécurité de nos centrales pour durer plus longtemps. Et du coup, l'investissement pour permettre cette durée plus longue dans le plus grand respect, dans le respect de la sécurité maximale. C'est un premier point. Cela dépend des efforts que nous allons faire pour réduire notre consommation électrique. Je rappelle quand même que, en ce qui concerne l'année 2010, nous avons augmenté beaucoup notre consommation électrique et nos émissions de gaz à effet de serre, d'ailleurs aussi par la même occasion. Et troisième élément, cela dépend de l'essor que l'on aura pu donner aux énergies renouvelables. Je rappelle quand même que nous sommes le seul pays au monde, il n'y en a pas d'autre, dans lequel un gouvernement a décidé sciemment de détruire la filière industrielle du photovoltaïque qui se mettait en place. Il n'y a pas d'autres pays dans le monde, on est les seuls. Donc évidemment, si on fait ça, on n'est pas prêt de pouvoir substituer du renouvelable à du nucléaire. Comme je n'ai pas la maîtrise de ces trois facteurs, je ne serais pas raisonnable si je vous disais un délai. Mon souhait, c'est bien sûr que ce soit le plus rapidement possible. Il faut être réaliste. Nous sommes en période de crise économique grave.
les Français et les plus modestes d'entre eux se chauffent au chauffage électrique. Et nous avons un gouvernement qui ne veut pas envisager de solution de remplacement. Donc j'espère qu'en 2012, il y aura une alternance, que ceux qui viendront au pouvoir auront une vision différente. Mais moi, je suis pour dire la vérité aux gens, c'est pas en 2012 qu'on va arrêter le nucléaire en France, ce n'est pas possible. Soyons raisonnables. Par contre, faisons tout pour doper l'industrie de la sobriété énergétique, parce que ça aussi c'est des investissements, tout le renouvelable, et ce sera un formidable moyen de réindustrialiser la France qui en a diablement besoin. Beaucoup plus efficace que celui de continuer à faire des EPR qu'on n'arrive pas à construire. Et la dernière question, si vous aviez 3 messages à adresser aux Français pour les convaincre aux énergies renouvelables, ce seraient lesquels? 1. Vous aurez une énergie plus sûre et qui ne dépendra que de nous. Le soleil, l'eau et le vent, personne ne peut nous les prendre. L'uranium, c'est pas chez nous. Deuxièmement, vous assurez votre sécurité et celle de vos enfants. Et troisièmement, vous nous donnez la chance de pouvoir réindustrialiser ce pays sur les grands secteurs qui sont ceux du XXIe siècle. Il y en a 2, c'est les nouvelles communications et l'énergie verte. Il n'y en a pas 150. Donc nous y avons tous les intérêts à aller dans cette direction. Merci Madame Lepage d'avoir répondu aux questions de sortir de nucléaire Paris. Merci de vos questions. Merci.